Nous reprenons nos travaux. Bonjour tout le monde. Donc, maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Pajot et le docteur Durand. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Vous aurez 20 minutes pour nous présenter votre exposé et par la suite, il y aura un échange avec les membres de la commission pour une période de 40 minutes. Donc, je vous cède la parole. Bonjour. Alors, si vous permettez, on va se présenter. Oui. Moi, Dr Durand, je suis le directeur scientifique du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Je suis un vieux médecin gériatre, de la première mouture des médecins gériatres au Québec, alors depuis 1987. Et puis, j'ai une quarantaine d'années d'expérience dans les soins aux personnes âgées, le milieu de la réadaptation, les soins à domicile, le réseau intégré, les approches de soins et services en soins de longue durée. Je dirige aussi actuellement le département de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Alors, il y a Dr Pajot, je vais laisser se présenter. C'est lui qui va faire l'exposé et par la suite, on ouvrira la période de questions. Merci. Merci. Bonjour, moi je suis Félix Pajot, je suis médecin gériatre depuis 2 ans. J'ai gradué à l'Université Laval dans un programme qui s'appelle le clinicien-chercheur. Donc, je fais de la recherche en philosophie éthique avec l'axe de la protection des aînés vulnérables. Je suis le Comité national d'éthique sur le vieillissement, Comité d'éthique clinique du Québec, vice-président du Comité de la recherche du Cégep de Drummondville. Puis en ce moment aussi, je complète une formation en bioéthique et recherche à l'Université de Bâle en Suisse, dans l'Institut de bioéthique médicale, pour revenir travailler comme chercheur gériatre clinicien à Québec. Parfait, merci. Donc, vous pouvez débuter votre exposé pour une période de 20 minutes. Parfait. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un texte qu'on a écrit en collaboration avec plusieurs auteurs, qu'on a intitulé « Démence, stigmatisation et euthanasie, la trajectoire à éviter ». D'abord, comme préambule, je vais lire ce qui suit. Donc, l'invitation à témoigner devant l'Assemblée nationale qui m'a été envoyée pour donner ma perspective professionnelle et éthique est une grande importance pour moi. C'est un véritable honneur pour tout universitaire médecin qui, comme moi, soigne les aînés et vise à protéger les plus vulnérables d'entre eux. Mon propos se veut simple, mais il ne sera pas simpliste. Je souhaite expliquer ma position sans paternalisme ni condescendance. Je n'ai pas de toute façon l'expérience aussi longue que Dr Durand pour en témoigner. Je me trouve aussi face à moi en toute humilité devant le pouvoir qui m'a été donné démocratiquement, mais que les connaissances que j'ai acquises au fil des multiples formations m'ont permis aussi d'acquérir certains pouvoirs de savoir, en guillemets. Ceux-ci ne peuvent se substituer par contre à la force du peuple québécois qui s'incarne en vous par la démocratie. J'espère ainsi simplement arriver à aider votre réflexion par une position éthique en tant que médecin, gériatre, éthicien et chercheur. Bref, je souhaite aujourd'hui rallier le plus de gens possible à la cause de la protection des aînés vulnérables en telle démence. Également, mes arguments sont philosophiques, humanistes, éthiques et médicaux. Dans mon exposé, je ne fais pas référence à une ou plusieurs religions ni aux principes vitalistes qui visent la protection de la vie à tout prix. Je considère que la qualité de vie, l'absence d'acharnement en tant que principes centraux implicites dans ma perspective sont importants. Une équipe d'environ 300 cliniciens chevronnants en gériatrie, soins spécialisés aux aînés et gérontopsychiatrie m'ont appuyé dans ma réflexion. On a publié une lettre dans de nombreux journaux et j'ai fait quelques entrevues télévisées là, pour en témoigner. En termes d'introduction, le gouvernement du Canada a récemment indiqué qu'il ne souhaitait pas permettre l'aide médicale à mourir, que je vais appeler AMM pour la suite, par les directives médicales anticipées ou DMA, en rejetant respectivement les amendements sénatoriaux 1A, 1B et 1C au projet de loi C7. C'est une vision prudente des soins pour les aînés qui est exprimée dans les lignes qui expliquent cette décision. La discussion demeure ouverte, mais notre équipe est en faveur de l'interdiction d'inscrire l'AMM dans les directives médicales anticipées. Nous faisons par le fait même appel à la raison et à l'empathie de nos concitoyens. Vous aussi, personnes élues. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de démontrer en quoi l'AMM en démence n'est jamais un traitement ni un soin qui devrait être inscrit dans les directives médicales anticipées ou DMA. Donc, un vrai soin en démence, qu'est-ce que c'est? Il existe autant de visages à la démence qu'on appelle aussi maintenant les troubles neurocognitifs majeurs, c'est la nouvelle appellation qu'on utilise, des gens qui en sont atteints. Néanmoins, on peut simplifier le tableau clinique en 4 grandes catégories. Bien que la simplification serve souvent à réduire la réalité clinique plus complexe, la vulgarisation peut être utile pour expliquer un propos éthique. Ainsi, pouvons-nous énumérer 4 grands tableaux en démence selon notre expérience clinique. Il y a la démence heureuse,
La maladie cognitive avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, aussi appelée SCPD, qui sont traitables. La maladie cognitive avec SCPD intraitable et dérangeant pour les autres, et la démence avec des SCPD qui semblent causer de la détresse. La démence heureuse est cet état d'inconscience de la maladie, ce qu'on appelle aussi agnosie en termes médicaux, lié à un calme presque bon enfant. Les gens qui se trouvent dans cet état ne souffrent pas, en tout cas pas vraiment plus que la moyenne des gens sans démence. Sinon, les SCPD sont une panoplie de symptômes variant entre l'errance, l'anxiété, la dépression, l'agitation, la violence physique et bien plus. La plupart du temps, avec une équipe soignante bien formée dans les soins gériatriques et gérontopsychiatriques adaptés, nous arrivons à traiter les SCPD. Plusieurs documents existent pour guider les pratiques. Or, les ressources humaines et financières en gériatrie sont souvent lacunaires. La crainte de finir en CHSLD est très répandue dans la population québécoise, selon notre expérience personnelle et clinique. La pandémie à SARS-CoV a bien démontré que cette crainte est en partie au moins justifiée. D'ailleurs, les travailleurs de la santé en gériatrie savent depuis longtemps que les CHSLD et les soins gériatriques ont été largement sous-financés dans la dernière décennie, et cela depuis l'arrivée du nouveau management public ou New Public Management, et a été empiré par l'austérité. La pandémie à COVID a révélé avec fracas, particulièrement dans les CHSLD, ces problèmes. Ainsi, faudra-t-il un meilleur financement des soins gériatriques qui améliorera à la fois les salaires, les conditions de travail et les ratios patients-infirmières. Hormis le manque de ressources, il arrive que les équipes bien financées formées en soins adaptés ne réussissent pas à traiter les patients avec SCPD. Cela souligne l'importance de la recherche pour améliorer les soins gériatriques et gérontopsychiatriques, comme ce qui se fait au Centre d'excellence en vieillissement de Québec, dont le Dr Durand est directeur scientifique, en lien avec le groupe VITAM, ou au Comité national d'éthique sur le vieillissement qui réfléchissent aux questions éthiques, et aussi la possibilité de créer des chaires de recherche en éthique et vieillissement à l'Université Laval qui sont en réflexion. Les gens qui ont des SCPD intraitables ne sont pas nécessairement souffrants et peuvent incommoder leurs proches ou les soignants et le dérangent. Dans ce cas, il est hasardeux, même impensable de décider de tuer une personne parce qu'elle nous énerve, sans qu'elle souffre de manière apparente. Il faut s'en occuper sans jugement, avec empathie. Ce n'est pas volontairement ou par méchanceté qu'on dit perverse, donc qui aime voir les autres souffrir, que la personne agit ainsi, mais plutôt à cause de la maladie. Il semble adéquat de vouloir éliminer la démence, mais il ne faut pas méprendre le malade pour sa maladie. Finalement, certains pourraient souhaiter la mort à ceux et celles qui ont des SCPD, des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, et qui semblent en souffrir. Or, il faut d'abord s'assurer que ce n'est pas un manque de personnel de financement qui crée l'incapacité de traiter ou l'apparence de cette impossibilité. Il est aussi difficile en démence avancée d'évaluer la douleur et les problèmes psychologiques. La manière dont la majorité des gériatres et gérontopsychiatres agissent est par la méthode d'essai et erreur. Cela regroupe entre autres la médication contre la douleur, les traitements antipsychotiques et les traitements adaptés à la personne âgée. On suggère même parfois la sédation palliative intermittente. Grosso modo, on essaie une ou plusieurs modalités de traitement à la fois et on en retire quelques-unes si elles ne fonctionnent pas. Ça est impossible en AMM. Il n'y a pas de retour possible en arrière lorsque le patient ou la patiente est décédée, évidemment. Il faut aussi souligner l'importance de ne pas traiter des conditions qui pourraient entraîner la mort du patient en démence avancée. L'acharnement thérapeutique n'est pas une visée logique et empathique dans l'idée de réduire les souffrances. Lorsqu'on est décidé à opter pour des soins palliatifs, il faut toujours donner les meilleurs soins palliatifs adaptés à la personne en fin de vie. L'accompagnement, puis ce que je viens de dire aussi, c'est stipulé bien dans la loi 2 au Québec, l'accompagnement des familles et des équipes soignantes par des experts en soins palliatifs est la clé du succès pour des soins de fin de vie adéquats en démence avancée. Bref, il ne faut pas protéger la vie à tout prix, ni devancer la mort, mais bien soigner la personne atteinte de démence. L'AMM est un choix autonome, point d'interrogation. Plusieurs gens, dont Alain Naud, pour ne nommer que lui, font prévaloir le droit à l'autonomie et à l'autodétermination dans le débat pour l'intégration de l'aide médicale à mourir dans les DMA. Selon ces gens, c'est la façon d'offrir les meilleurs soins en se basant sur les désirs du patient ou de la patiente. D'abord, il faut souligner que l'AMM est un mauvais terme qui porte à confusion et rend la décision autonome difficile. Il fait partie d'une rhétorique euphémisante utilisée pour la justifier. Qu'est-ce que nous entendons par rhétorique euphémisante? Par exemple, au Québec, on dit souvent « c'est un petit monsieur ». C'est pas un petit monsieur pour parler d'un homme avec un surplus de poids, il est un peu gras. Peut-être on dit aussi parfois il a des gros os. Est un autre exemple. Aussi, une manière plus frappante d'illustrer un euphémisme serait de dire le nazisme, c'est genre un peu grave quand même. Au lieu de dire plus justement le nazisme est l'un des pires moments, sinon le pire moment d'histoire récente de l'Allemagne. Le recours à l'euphémisme est peut-être un trait bien québécois ou canadien. Or, il donne la fausse impression
dans l'expression « aide médicale à mourir » que la mort n'est pas une terrible cassure. Cela laisse croire aussi que là où la médecin n'est peut-être pas vraiment en train de tuer le patient ou la patiente lorsque c'est exactement ce qui se passe. C'est en fait de l'euthanasie active qui est fait au Québec et au Canada. Comme vous le savez sans doute, là où la médecin tue en injectant plusieurs médicaments. Donc, si on se fie au guide du Collège des médecins du Québec. Est-ce de l'aide? C'est bien plutôt l'acte de tuer sous le couvert d'un soin, et particulièrement en démence avancée. C'est important de garder tout cela en tête et sans euphémisme. Le problème de l'euphémisme, c'est qu'il retire la gravité aux gestes ou aux mots. La décision est dès lors biaisée et moins autonome car elle devient moins éclairée. Il faut être très clair dans la dénomination pour permettre un bon jugement par les gens qui veulent être tués par leur médecin. J'en conviens, d'autres arguments, par contre, sont plus forts et les gens sont intelligents au Québec et savent que là où la médecin tue la personne sous ses soins en AMM. Il faut simplement le dire ainsi sans flafla. La seconde erreur liée à l'autonomie est l'idée que la décision prise maintenant sera encore valide au moment de décider si l'AMM doit être fait. C'est faux. Il est presque impossible de prévoir adéquatement les détails nécessaires pour tuer une personne avec une démence. Premièrement, les 4 tableaux cliniques sont variables d'une personne à l'autre et on ne sait pas de quoi les gens auront l'air dans leur cas précis. Donc, en réalité, les gens ignorent les conditions dans lesquelles ils seront s'ils développent une démence. Comme la météo, prévoir l'avenir en démence est une science incertaine. En outre, au final, ce ne serait pas la personne actuelle qui décide le moment de sa mort en démence, mais celle qui est là au moment d'écriture des DMA, la personne d'avant. Donc, la personne actuelle qui a la démence est menée par la personne qu'elle était avant, mais plus qui elle est en ce moment. Cette dernière se trompe possiblement aussi sur l'état de la situation actuelle, car elle n'est pas là pour juger de sa situation ici et maintenant. C'est le concept du soi futur. Donc, on prévoit dans le futur, mais un coup rendu au futur, c'est le soi passé qui décide pour nous, en se trompant probablement. Tous les êtres humains changent avec le temps et surtout ceux atteints de démence. Nos idées à 15, 30, 50 ans ne sont pas les mêmes. Elles dépendent de l'endroit où nous sommes rendus dans nos vies. L'impossibilité de prévoir son avenir, spécialement en démence, empêche de se référer réellement à l'autonomie. L'autonomie s'exerce dans le ici et maintenant en tenant compte de la situation actuelle. Elle juge de façon rationnelle et émotionnelle en se considérant soi et les autres. Quelqu'un qui souhaiterait avoir l'accès à l'AMM en DMA devrait vraiment être capable de comprendre de façon éclairée. L'autonomie mise de l'avant dans le contexte de DMA requiert des connaissances et même expériences au moins mentales par l'imagination de situations de démence avancée. C'est le principe du consentement libre et éclairé qui prévalent. Les principes du consentement éclairé qui prévalent, pardon. Aussi, quoi faire si un patient qui a une démence heureuse avait demandé l'AMM à l'avance et ne veut plus l'avoir au moment qu'il a la démence? Forcer l'AMM au nom d'autonomie antérieure? Peut-être faudrait-il demander à la famille? Cela mène à la question des conflits d'intérêts. À la fois, la famille et le médecin traitant ont divers intérêts qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux des patients. En démence, c'est bien souvent les membres de la famille qui souffrent à cause des SCPD de leurs proches malades. Ils peuvent aussi retirer des bénéfices à la suite d'un décès, un héritage, des biens, etc. Pour le médecin, il faut faire rouler l'étage, libérer des lits hospitaliers en CHD, signer des départs, répondre aux pressions d'urgence pour admettre, réduire les durées de séjour, etc. C'est un risque de plus pour augmenter les conflits d'intérêts en permettant l'AMM en DMA. Aussi, pour les travailleurs, les professionnels et les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, mettre fin à la vie de quelqu'un en par-AMM est plus rapide, plus efficace et moins cher que la sédation palliative et les soins de fin de vie. Ce n'est pas un jugement objectif qui sera posé à cause des pressions externes fortes pour l'efficacité des soins. Alors, l'autonomie n'est pas un bon principe directeur puisqu'elle ne règle pas véritablement la question de la décision. Cette dernière n'est jamais guidée par l'autonomie libre et éclairée, même si elle tente de prévoir à l'avance toutes les situations possibles rationnellement en utilisant ses émotions, son empathie. Le poids sur les épaules des gens qui entourent le patient ou la patiente est un fardeau lourd à porter aussi. Ne pas devenir un fardeau pour les autres est une des inquiétudes des personnes demandant l'AMM sont inscrites dans la DMA. Or, elle crée un autre fardeau avec cette demande, celle de la décision par consentement substitué. Ce seront véritablement les proches et l'équipe soignante qui décideront et pas le ou la patiente. Devrait-on se fier à la perte de dignité dans ce cas? Certains demandent. La dignité réelle est intrinsèque. Le philosophe Emmanuel Kant l'a nu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Thomas de Coninck, philosophe et professeur québécois, et bien d'autres la définissent ainsi. Or, la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité a décidé de la dépeindre d'abord comme subjective ou relative à la personne raisonnable. C'est grave parce qu'on suppose que la personne peut être utilisée comme un objet s'il renonce à sa valeur humaine. C'est terrible parce qu'on présume alors que quelqu'un peut demander qu'on la tue parce qu'elle ne pense n'avoir plus de valeur. Pourquoi, au juste, seul un docteur aurait le droit de tuer alors? Ça n'a pas de sens non plus. On devrait
tous avoir le droit d'utiliser une personne qui se trouve indigne, comme on le veut, dès qu'elle renonce à sa dignité. Or, la dignité intrinsèque nous en empêche et c'est elle qui est essentielle. C'est de l'anti-autonomie de renoncer à la dignité. Il est assez ironique que plusieurs fassent prévaloir l'autonomie et la dignité subjective presque d'un même souffle. Selon la dignité perdue, la dignité perdue serait conçue comme sociale, sinon. Elle est basée sur les capacités, l'âge, la race ou tout autre critère par un groupe humain pour asservir, diminuer ou réduire le pouvoir d'une partie de sa population. C'est un critère impensable dans une société depuis au moins la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Or, les gens qui veulent avoir accès à l'AMN par directive médicale anticipée, ils font référence, eux, par dignité subjective, mais basée très souvent sur les critères sociaux, dignité sociale. En fait, ils font dire, en parlant de leurs proches aux médecins, si je deviens continent, agressif, dément, ou pas ne plus reconnaître mes enfants, incapable de rester autonome et ça chez moi, tuez-moi. Cette vision rassemble plusieurs notions très problématiques. En effet, c'est à la fois de la discrimination envers les gens avec des handicaps physiques, faire des tâches seuls, de manière autonome et continent, des handicaps cognitifs, reconnaître mes enfants, être continent, envers la maladie psychiatrique, la démence avec les SCPD, et aussi une discrimination liée à l'âge, avec la question de l'âgisme. C'est de l'âgisme, du capacitisme et de la stigmatisation envers les maladies mentales. Les gens avec une démence, malheureusement pour eux, dans nos sociétés, se retrouvent à cette intersection dangereuse pour leur vie, du handicap physique et cognitif, de la maladie mentale et de l'âge avancé. Cette quadruple tare est vue par certains comme la chose la plus horrible et indigne. La mort serait le seul soin. Alors, aussi, la vision néolibérale de l'individu joue beaucoup ici. C'est la théorie de l'être humain a une valeur seulement si le travail produit quelque chose, consomme et dépense. Cette vision limitée de l'humain avec un grand H vient ajouter à la vision péjorative des aînés atteints de démence. En effet, ces derniers ne peuvent rien faire de tout cela ou à peine. De plus, certains osent même parfois comparer les aînés avec démence à des chiens. Ils diront « Je fais plus facilement euthanasier mon chien que les gens âgés peuvent avoir accès à l'euthanasie ». Les défenseurs de l'euthanasie en démence oublient que bien souvent, les chiens sont euthanasiés par manque de moyens financiers pour payer les soins vétérinaires par leur propriétaire. Cette vision déshumanisante de la personne âgée montre aussi que le manque de moyens pécuniaires est aussi la cause de l'euthanasie. Sinon, le désintérêt ou la fatigue de s'occuper d'un être vivant pour le chien. Le but n'est pas de culpabiliser les propriétaires de chiens qui ont recours à l'euthanasie pour leur animal, mais plutôt de souligner que la comparaison n'est pas bonne. Il y a évidemment une crainte associée à cet avenir en voyant comment les vieux déments, certains diront, sont traités. Évidemment, les gens réclament actuellement la mort pour eux, mais cela en dit long sur la vision sociétale qu'on a des gens atteints de démence. Il n'est pas plus adéquat d'intérioriser ces principes pour soi. L'agisme, le capacitisme, la stigmatisation psychiatrique sont mauvais envers les autres et envers soi-même aussi. C'est ensemble, en tant que société, qu'il faut combattre nos préjugés pour soi et pour les autres. L'avenir, c'est tout. Pourquoi le gouvernement devrait-il investir dans la diminution des préjugés contre les gens atteints de démence? Le fait que ce sont des êtres humains devrait d'abord facilement convaincre tout politicien et toute politicienne. Cette valeur intrinsèque est la dignité humaine mentionnée plus haut. De plus, on dit souvent les enfants qu'ils représentent l'avenir. On suppose au sens large et au plan social. Toutefois, on entend rarement que les aînés sont notre avenir au sens très individuel. En effet, le traitement réservé aux aînés, les institutions socio-médicales et les fonds pour la recherche en gériatrie auront un impact direct sur l'avenir individuel de chacun de nous. C'est aussi de dire que les enfants sont l'avenir avec un grand homme et que les aînés sont notre avenir avec un petit homme. Les baby boomers seront les prochains. Investir dans les CHSLD, les maisons des aînés, les soins à domicile, les ressources humaines et matérielles en gériatrie, c'est payer pour un avenir meilleur pour les gens qui sont dans la phase la plus productive de leur vie actuellement. Il est si clair que d'investir dans la retraite est une bonne chose pour certains. N'est-il pas alors évident qu'il faut investir dans les soins gériatriques pour avoir les meilleures chances d'une vie de confort, d'une fin de vie confortable, pardon. C'est notre avenir à tous si nous sommes chanceux. Investir dans les REER sans investir dans les institutions socio-médicales gériatriques est contraire à la logique. Traiter les cancers et les infarctus et allonger la vie sans améliorer la fin de vie n'est pas une voie cohérente non plus. La défense des patients vulnérables que l'on fait aujourd'hui est pour l'avenir de tous. Si la médecine nous permet de vieillir au-delà de 100 ans et considérant les risques de 30% de démence à 85 ans et 50% à 90 ans, il faut agir pour assurer des soins gériatriques de qualité maintenant. Les solutions proposées. Nous espérons que le privilège que nous avons eu de nous adresser à vous aura permis de faire valoir notre perspective selon laquelle les gens atteints de démence sont dignes de recevoir des vrais soins et pas la mort. Nous souhaitons aussi livrer quelques solutions envisageables pour aider à changer les perspectives. Il faut valoriser la dignité humaine réelle malgré l'agisme, la stigmatisation liée à la santé mentale, le handicap physique et cognitif. Pour réduire l'agisme, il existe plusieurs études qui démontrent que l'éducation et le contact fréquent avec les aînés diminuent les préjugés néfastes. Il est aussi important de donner une voix aux proches aidants et aidants
et à tout aîné qui, qu'il ou elle, soit vulnérable ou non. Les recommandations du Comité national de l'éthique sur le vieillissement ainsi que la politique nouvellement proposée par la ministre Blais vont d'ailleurs dans ce sens. Le comité de l'INES travaille sur la sédation palliative intermittente et continue pour déterminer les meilleures indications. Cela souligne l'importance de financer les institutions publiques d'évaluation des gestes médicaux et les chercheurs qui travaillent en gériatrie, en gérontopsychiatrie et en soins palliatifs. Il faut demeurer prudent devant l'inconnu du devenir d'un être humain. L'important est de rassurer la personne qui développe une démence, l'accompagner et la soigner de manière empathique et humaine. La majorité du temps, le financement et les ressources humaines sont arrivés à aider nos patients, même ceux qui ont des SCPD sévères. Cela encourage l'idée d'améliorer la recherche et le financement dans les soins des SCPD et des traitements en démence. Les gens du secteur de la santé, en contact avec les aînés, devraient tous être formés à l'approche adaptée à la personne âgée aussi. Les aînés actuels et à venir, les baby boomers, doivent se reconnaître une valeur inaliénable et cela même en cas de démence. Pour les gens qui craignent la perte de leur dignité subjective en début de maladie cognitive, le psychiatre Harvey Max Turchinov a élaboré une thérapie de dignité pour soigner ce sentiment néfaste. Bien qu'un sentiment de fardeau peut être ressenti, toutes les contributions qu'un individu a fait au courant de sa vie à la société humaine doivent être rendues par les véritables soins adaptés à leurs conditions. Au lieu du traditionnel « je ne veux pas être un fardeau pour mes proches », il faudra dire « vous allez vous occuper de moi et je le mérite ». C'est ici un appel à la solidarité et à la justice sociale qui est fait. Il faut savoir redonner aux aînés qui ont forgé notre nation québécoise et investi dans notre société. En termes de conclusion, l'euthanasie active en démence, ou AEM, n'est pas un traitement ni un soin. C'est l'aveu d'échec de la médecine contemporaine. C'est le sentiment de perte de dignité subjective. Le sentiment de perte de dignité subjective est évidemment tout à fait valide, mais peut être traité. Il faut éviter le sentiment de perte de dignité sociale pour soi ou pour les autres par les solutions proposées précédemment. Il importe dès maintenant de mettre fin au capacitisme, à l'agisme et à la stigmatisation des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas l'âge d'un seul parti politique, mais bien de tous. Terminé. Merci beaucoup, Dr. Pajot. Excusez. Nous commencerons maintenant notre période d'échange avec le député de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Merci, le Dr. Pajot et le Dr. Durand. Écoutez, je me permets de noter que c'est décevant qu'on n'avait pas de document préalable. C'est des sujets assez complexes. Et avec respect, vous avez parlé très vite aussi. Mais je vais essayer de poser des questions que reflètent, qui sont pertinentes, je l'espère. Écoutez, je me permets de le dire, vous avez utilisé vous-même le mot péjoratif et en même temps, si je vous ai bien compris, en quelque part, vous êtes en train de suggérer qu'une demande d'aide médicale à mourir dans la plupart ou dans la totalité des circonstances serait en quelque part illégitime et qui ne reflèterait pas la capacité autonome et indépendante de quelqu'un apte, pour laisser cette question à côté, de se prononcer sur ses volontés. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, la majorité des termes péjoratifs que j'ai utilisés, c'est entre guillemets, donc c'est souvent les propos qui me sont rapportés ou qu'on rapporte dans la population en général, avec lesquels je ne suis pas d'accord comme gériatre, parce qu'effectivement, quand j'ai un être humain devant moi, j'essaie de le traiter avec le plus de respect possible et justement de sa valeur humaine. Donc, l'idée, en fait, c'est que l'autonomie, comme vous et moi, bon, je ne vous connais pas personnellement, je ne vous ai pas évalué médicalement, mais il me semblait quand même assez autonome, capable de prendre une décision rationnelle et émotive. Je pense que ça, effectivement, je n'ai rien à dire contre votre autonomie, puis on le suppose de toute façon légalement, puis éthiquement, je suis d'accord avec le concept d'autonomie qu'on l'a tous. C'est juste que les gens avec démence, à la fois perdent l'autonomie fonctionnelle, donc la capacité de faire ses tâches au quotidien, mais aussi la capacité décisionnelle, c'est-à-dire qu'ils viennent dans une réalité un peu parallèle où ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe autour d'eux. De prévoir à l'avance par autonomie décisionnelle, disons, vous maintenant, là, avec votre autonomie actuelle, si vous voulez dire, si jamais je deviens dément, tuez-moi. Le problème avec cette réflexion-là, c'est un peu comme j'ai dit dans mon texte, puis on va vous l'envoyer sous forme de mémoire, c'est l'idée que pour être autonome vraiment, de façon rationnelle, de un, il faut être capable de comprendre les pour et les contre de la situation, de ce qui se passe. En démence, comme je vous dis, il y a plusieurs tableaux cliniques. De prévoir exactement dans quel tableau on va se trouver, c'est quasi impossible. Puis souvent, les gens aussi décident de dire, je veux pas avoir des soins gériatriques, je veux pas me ramasser là, mais c'est parce qu'ils connaissent juste les mauvais soins qu'on donne actuellement. Donc,
le gros du problème, je pense, c'est qu'on n'a pas la capacité de donner des soins adéquats, ce qui fait que les gens ont peur et prennent une décision un peu émotive sans vraiment se baser sur leur autonomie à l'avance. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'un coup rendu en démence, l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Donc, c'est comme si la personne qui est là, qui aurait besoin qu'on s'occupe d'elle puis qu'on l'accompagne, ben, c'est une personne qui était là avant qu'il ne la connaît plus vraiment parce qu'elle ne se connaissait pas. Je ne sais pas si vous comprenez l'image mentale de dire, en tout respect, là, je me suis, je veux pas... mais l'idée de dire, justement, c'est comme si je me dis, je vais imaginer qu'est-ce que quelqu'un au Zimbabwe pourrait avoir comme soin en ce moment, que ça ne va pas très bien, j'imagine, dans les soins là-bas. Puis je veux pas qu'elle... Je pense que ça ne vaut pas la peine d'avoir des soins parce que ça va trop mal, mais sans la connaître, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'elle va avoir besoin, puis sans vraiment savoir dans la situation où elle est actuellement, comment est-ce qu'on peut faire les soins. Parce qu'à l'avance, quand on prévoit à l'avance, on remet la décision finalement à quelqu'un d'autre en disant, je vous donne quelques lignes directrices puis vous déciderez. C'est un peu ça les directives médicales, c'est beaucoup plus que l'autonomie réelle actuelle, comme si vous prenez votre décision aujourd'hui. Mais Dr. Pajot, quelqu'un actuellement atteint de cancer assez grave a le droit de mettre de l'avant des directives en psychiatrie à leurs soins et de souhaiter un minimum d'intervention. Cette personne n'est pas nécessairement oncologue qui aurait la même compréhension sophistiquée de sa maladie, comme la personne atteinte ou qui a peur d'être atteint d'Alzheimer grave n'aurait pas votre expertise sur les symptômes actuels. Est-ce que ça enlève leur droit, leur capacité de juger sur leur propre avenir? Non, parce que beaucoup maintenant aussi en éthique, c'est la question de le médecin est l'expert du soin, mais le patient est l'expert de sa situation, de son état. Dans le cas du patient qui a le cancer, qui est autonome, qui n'a pas de trouble cognitif, effectivement, c'est lui l'expert de sa situation, d'être capable de décider ce qu'il veut pour lui. Le problème, c'est que c'est comme si vous mandatiez un expert à l'avance pour décider pour vous quand vous allez atteindre un état où vous ne serez plus capable de le faire, avec tous les risques de se tromper. Donc, on est capable de prévoir des choses, mais on n'est pas capable vraiment de se mettre dans la situation actuelle d'être un expert. Donc, c'est comme si vous mandatiez quelqu'un qui vous connaît très bien, parce que c'est vous-même pour l'instant, mais de quelqu'un qui était là avant qui vous êtes rendu maintenant. C'est comme si vous demandez à votre vous de 15 ans de décider pour vous maintenant. C'est comme si à 15 ans, vous aviez décidé, quand je vais avoir l'âge que j'ai, 50 ans par exemple, tout ce que j'ai écrit à 15 ans va être valide. Ou 30 ans ou 40 ans. Donc, replacez-vous à 40 ans, je ne connais pas votre âge, là, mais quand vous étiez plus jeune, à cette époque-là, vous fixez une directive, puis là, ça s'applique à votre vie en ce moment. Donc, il y a probablement pas mal de choses dans ça avec lesquelles vous seriez peut-être plus d'accord. En tout cas, moi, si je me replace 5 ans avant, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, des choses qui m'ont fait changer d'opinion sur des perspectives. Donc, le moi d'il y a 5 ans, c'est plus le moi de maintenant. Donc, cette autonomie-là, c'est pas vraiment le meilleur argument pour décider. Parce que l'autonomie, plus là. C'est toujours quelque chose de substitué. Que ce soit aux proches, aux médecins ou à la personne que vous étiez avant, c'est pas vraiment... C'est un consentement substitué, finalement. Même si on essaie de se faire croire que j'ai prévu une couple d'affaires, mais vraiment, ces choses-là, ils ne tiennent plus la route. Là. Le monde aussi évolue autour de vous. Les choses changent. Donc, ce changement-là aussi fait que prévoir 5, 10, 2 ans d'avance, même avec la COVID. Imaginez, il y a 2 ans, là, prévoir qu'est-ce que vous vouliez en temps de COVID, là, en temps de pandémie comme soin. On ne connaît pas l'avenir, c'est ça. On peut prévoir, là, on a des modèles statistiques, tout ça, là, comme pour la météo, mais je trouve que c'est quand même de se mettre beaucoup d'emphase sur un système incertain de prévoyance, de dire, oui, quand je vais être là, c'est ça. Puis aussi, tout en l'arrière-plan, comme je disais, le néolibéralisme, de dire, et l'arrière-plan capabiliste agiste qu'on a comme, oui, c'est normal, tu sais, quelqu'un qui est vieux, qui est handicapé, qui est fou, ça n'a pas d'allure de vivre de même. C'est ce qu'on entend, mais... Finalement, si je vous ai bien suivi, diriez-vous qu'il y a des définitions exclusivement experts et sans intervention de l'individu sur les questions de la dignité humaine et la souffrance? Est-ce que la personne individuelle a
ses façons de s'exprimer en donnant encadrement sur ces deux questions, ou vous écartez totalement son implication dans ces jugements? Ben, juste être certain, est-ce que vous parlez du patient autonome ou du patient qui a des troubles cognitifs? Parce que c'est assez différent pour moi. Est-ce que vous parlez de quelqu'un qui est autonome ou quelqu'un qui a des troubles cognitifs? Quelqu'un qui serait jugé apte. Voilà, tout un autre champ, mais... Jugé apte, ça, c'est sûr que c'est la personne qui est experte. Là. Mais c'est ça. Oui, ça, c'est la personne qui est experte de son... Nous, comme experts médicaux, on connaît la médecine, on peut suggérer, expliquer les traitements, mais ça reste la personne qui décide. C'est juste qu'en démence, comme j'explique, c'est pas ça la dynamique qu'on retrouve. Je me permets finalement une question et je m'excuse d'avance si c'est indélicat ou inapproprié. Est-ce qu'en quelque part, les positions que vous mettez devant nous sont alimentées par quelques croyances personnelles que vous auriez de l'ordre religieuse? Non. Non. Il y a des gens dans notre équipe, oui, mais je pense qu'une position séculaire, comme j'explique, peut tout à fait justifier la position que je vous explique, parce que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est que chaque humain a une valeur, donc puis ça fait aussi que les gens peuvent prendre une décision autonome, ça va ensemble. Parce que maintenant, je dis certains groupes de la population n'ont pas de valeur, ben c'est un peu comme on revient à des époques antérieures où il y avait certaines parties de la population qui étaient marginalisés, les intouchables en Inde, par exemple, quand on parle d'esclavage, etc. Ça, c'est sûr que je vous dirais, j'ai pas de croyance religieuse, mais j'ai pas une position vitaliste ou religieuse, c'est pas du tout ça ma position. Ma position est très séculaire. Merci pour vos réponses. Merci. Au plaisir. Merci. Donc, nous passons maintenant à la députée de Maurice Richard, Madame. Parfait, je vous cède la parole pour 2 minutes, Madame la députée. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, Dr Durand. Bonjour, Dr Pajot. Je vais être brève dans ma question pour vous laisser le temps de répondre aussi. Puis, je comprends vos propos là, pour avoir eu l'occasion de travailler notamment au Centre de vieillissement de l'Hôpital Juif là, pendant quelques années sur la recherche et tout. Puis, je vous entends sur les craintes, sur les peurs, sur les perceptions erronées que les gens peuvent avoir par rapport à la démence, par rapport au vieillissement. J'entends tout ça. Mais est-ce que c'est pas un peu du paternalisme médical d'enlever toute nuance, par contre, par rapport à l'autodétermination que la personne a? Puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre notamment Sandra de Montigny qui était avec nous juste avant, où je ne pense pas qu'on parle de perception erronée de la démence quand elle fait une évaluation en fonction d'une situation bien personnelle qu'elle a eue par rapport à son père. Je ne pense pas qu'il est question ici de soins inadéquats qui ont été donnés. Je pense qu'il a été bien accompagné. Elle a été aux premières loges pour voir comment la maladie peut évoluer et à quel point ce manque de dignité-là, mais aussi la souffrance peut être présente. Donc, je pense qu'elle est quand même à même de faire une bonne évaluation, je vais le dire de cette façon-là. Donc, j'aurais aimé ça vous entendre réagir sur ce genre de colloque par rapport à ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Oui, non, mais c'est effectivement, j'ai entendu quelques entrevues qu'elle a données, puis aussi ce qu'elle a écrit, puis son site web. Effectivement, je pense que je peux juste avoir de l'empathie envers cette femme qui est assez courageuse, effectivement, dans la maladie. C'est sûr qu'il y a une perspective aussi, comme je vous dis, beaucoup axée sur ce que les gens voient, les gens voient en clinique, puis effectivement, ils n'ont pas nécessairement toujours accès aux soins experts, par exemple, comme les lits L22 là, à l'Institut de santé mentale de Québec, où là, vraiment, on a une approche SCPD complète qui traite les souffrances. Puis effectivement, il faut traiter les souffrances quand on les voit. La démence, la difficulté, c'est que les souffrances ne sont pas nécessairement aussi facilement objectivables que si c'était avec vous ou moi, par exemple. Là, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a une démence avancée, est-ce que vous avez mal? Ça peut se répertorier dans le comportement, dans la façon de froncer les sourcils, tout ça. Donc, la douleur physique. La douleur psychologique, ça, c'est encore plus difficile d'évaluer adéquatement parce que, justement, la personne, est-ce que c'est de l'anxiété, de la dépression? Est-ce que c'est la personne a mal? Donc, interpréter de façon claire les symptômes. Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est de la digitation psychomotrice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange? L'expression des
des souffrances ou l'expression de malaise, là, je ne parlerai même pas de souffrance, n'est pas la même. C'est sûr que Sandra Domotini, comme beaucoup de proches aidants, connaissent bien leurs proches, interprètent certaines choses, puis nous aident. Puis c'est justement ça qu'il faut faire, c'est d'aider, soigner, avoir des méthodes adaptées. De là à mettre fin au jour de la personne parce qu'on a l'impression peut-être qu'elle souffre beaucoup, mais je dirais que ça reste beaucoup dans l'élément de l'impression. Puis on fait des essais-erreurs, on donne des traitements, mais on manque de personnel pour faire l'approche adaptée avec des préposés aux bénéficiaires, avec des ratios raisonnables, des infirmières aussi, qui est la pierre angulaire du traitement, bien avant les médicaments puis les soins, d'avoir une approche longitudinale, de connaître le patient depuis longtemps. Puis je ne suis pas certain que le père de Sandra Domotini ait vraiment accès à tout ça parce que les services ont été effrités beaucoup dans les dernières années. L'autre chose aussi, c'est que quand on est une personne qui a une maladie génétique, il y a toute la question aussi de donner ça aux enfants, d'avoir la culpabilité de donner aux enfants. Je ne connais pas son dossier, je ne la connais pas personnellement, mais souvent, là, si on parle tous de l'aspect théorique général, les gens qui ont une maladie comme ça, puis en plus, être une femme au Québec avec beaucoup la responsabilité de la charge mentale, donc de plus être capable d'assumer ses responsabilités comme femme qu'on se met. Souvent qu'on entend que les femmes se mettent avec la charge mentale, la question du... c'est ça. Puis toute la question de transmettre cette maladie-là, la responsabilité lourde aussi d'avoir transmis ça. Fait qu'il y a beaucoup de cet aspect-là, je pense aussi dans son histoire qui est très touchante, puis qui demande beaucoup d'accompagnement, d'aide, puis de support, puis des soins adaptés, puis de reconnaître qu'elle ne deviendra pas un fardeau, mais qu'elle mérite les soins. C'est ça que je dirais à quelqu'un en général en situation, mais effectivement, je ne connais pas son dossier personnel en détail, j'ai juste vu un peu plus ce qu'elle a écrit en général. Là. Merci. Il y a cet aspect-là aussi là, que je n'ai pas parlé parce que ça arrive plus dans les démences jeunes. Nous, on a des démences qui ne sont pas génétiques. Là. Fait qu'il n'y a pas l'espèce de culpabilité de transmettre une maladie génétique à haut risque de transmission quand même, là, dominante, là, 50%. Il y a toute la question de devenir un fardeau parce que tu es supposé prendre en charge ta famille, mais finalement, tu deviens celle qui est prise en charge par ta famille. Merci beaucoup, Dr. Pajot. Peut-être. Merci, Madame la députée. On va pouvoir continuer la discussion avec le député de Gouin. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Dr. Pajot, pour votre contribution à nos travaux. Elle est éclairante, elle est différente en termes de soubassement philosophique là, à celles qui nous ont été présentées auparavant par d'autres éthiciens. Ma question pour vous, vous faites un argument, si je vous ai bien écouté, il y a comme deux arguments dans votre présentation. D'abord, l'argument de l'autonomie. Vous semblez tenir beaucoup à cette valeur d'autonomie. Vous la jugez sacrée. Et là, je ne le dis pas au sens religieux, là, je le dis au sens d'un Kant, c'est-à-dire déontologiquement indépassable. Donc, vous affirmez cette valeur d'autonomie-là, mais en même temps, vous nous dites, ça c'est un argument qui est plus relatif au contexte, vous nous dites, il manque de soins, il manque de prise en charge de ces gens-là pour les accompagner dans la maladie, et donc on ne peut pas, ou en tout cas vous semblez nous alerter au risque que l'aide médicale à mourir devienne un raccourci dans le fond par rapport à une réelle prise en charge. Mais il y a comme une tension entre ces deux arguments-là parce que si on était dans une situation où il y avait tous ces soins-là, où il n'y avait pas eu de coupure, où il n'y avait pas cette pression-là sur le système, est-ce que justement, en vertu de l'argument de l'autonomie, on ne pourrait pas dire, bien, si tout est mis en place et que les gens autonomement souhaitent avoir recours à l'aide médicale à mourir, ça ne devrait pas être possible? Non, parce que la perspective dans beaucoup de pays où justement on a moins agistes, les sociétés italiennes par exemple, les sociétés sud-américaines, avec des gens avec qui je travaille ici, là, vraiment leur perspective, c'est que les gens âgés méritent ces soins-là. Ils méritent des soins gériatriques adaptés, donc on n'y pense même pas. C'est deux choses en fait. Les choses, c'est pas autonomie mal accompagnée avec une vision de perspective sociale. Je pense qu'il y a la perspective sociale, il y a la dignité subjective, la dignité sociale, là, que les gens se voient en perte de dignité, puis c'est ça qu'il faut accompagner, puis aider, puis améliorer les soins, puis aider les gens à cheminer avec des soins empathiques.
Ça, c'est un aspect. Puis l'autonomie, ce que je parlais plus tôt, c'est que l'autonomie en démence n'est plus là. Donc, l'expert du soin pour lui-même n'est plus là. Donc, c'est un consentement substitué soit par la personne qu'elle était avant, qui n'est plus l'expert du soin, puis la personne, en fait, là, dans ses désirs de soins, ou la famille, ou les médecins. Les médecins, comme j'ai dit, ont un certain conflit d'intérêt pour certains d'entre nous. On a la majorité d'entre nous ont des très grandes pressions. La famille, c'est pas parfait non plus. L'exemple de Sandra Montigny aussi, il y a l'interprétation, la façon de voir les choses. On a l'impression que les gens souffrent quand c'est peut-être pas exactement le cas. Puis, après ça, la personne qui était là avant a mis dans des directives, quand je suis comme ça, mais c'est plus nécessairement... Je sais pas, c'est comme si ça prendrait une espèce d'intelligence artificielle qui évolue au fil de la vie, puis qui reste là, puis c'est comme très théorique, là. Je veux dire, c'est comme si la personne qui était là avant, c'est plus nécessairement soi. L'argument, c'est plus l'argument du soi futur ou du changing self ou du soi qui a changé. Donc, l'autonomie n'est plus vraiment un principe sur cette base-là. Puis tout l'aspect d'unité subjective et sociale, ça, c'est un autre. Donc, les deux ne sont pas nécessairement liés directement. OK. Pour contourner cette difficulté-là, le groupe d'experts proposait une espèce de voie de compromis en disant qu'il pourrait y avoir une demande anticipée de la part de la personne, mais pour qu'elle soit exécutée par la suite, il y a comme une deuxième étape où là, il faudrait, par consensus entre les proches et l'équipe médicale, vérifier si ce qui a été décrit comme situation par la personne lorsqu'elle a rempli sa demande anticipée d'aide médicale à mourir se concrétise bel et bien. Est-ce que la démence que la personne avait anticipée, c'est réellement ce qui se passe? Est-ce que la souffrance, les symptômes qu'elle avait anticipés, c'est vraiment ce qui se passe? Et donc, il y a une espèce de validation par consensus du premier consentement de la personne. Puis le groupe d'experts nous a beaucoup proposé ça comme une voie de passage pour dénouer le dilemme que vous venez tout juste de résumer. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une voie de passage et que c'est un compromis acceptable? Vous l'avez dit, c'est un compromis et un consensus. Mais si on s'entend entre nous pour dire que c'est correct de mettre fin au jour de cette personne-là, c'est pas la personne qui le demande. Donc, c'est plus l'autonomie. Donc, le principe d'autonomie n'est pas là. C'est comme le principe de consensus et d'entente entre les gens qui sont là. C'est un peu ce que je vous dis. Puis, il y a quand même beaucoup d'impact et de conflits d'intérêts à l'externe. Puis aussi le fait, là peut-être qu'il y a un petit lien avec l'autonomie, mais le fait aussi que le système en ce moment, ça ne va pas très bien, les soins ne sont pas bien financés, la recherche n'est pas nécessairement financée à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Donc on n'a pas nécessairement les ressources. On met de la pression sur les équipes pour être efficaces. On garde les proches souffrir sans les accompagner. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça le consensus, il va valoir ce qu'il va valoir. C'est un compromis de cet élément-là. Fait que non, je ne pense pas que cette recommandation-là du comité est bonne parce qu'on vient comme interpréter des choses. Donc, c'est encore un consentement suffisant. C'est ce qu'on fait de toute façon dans la réalité. On arrive toujours à arriver on essaie d'avoir le meilleur consensus possible pour une détermination de nouveaux soins, pour éviter de l'acharnement, pour éviter les soins là, qu'ils pourraient faire. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez des demandes médicales anticipées? Merci beaucoup, monsieur le député de Gouin. C'était tout le temps que nous avions. Donc, je céderai maintenant la parole à la députée de Joliette. Oui, bonjour à vous deux. Merci beaucoup, M. Pajot, pour votre exposé. Juste une question préliminaire, et c'est tout à fait correct, il y a plein de positions dans la vie. Je veux juste savoir si vous, de manière globale, vous êtes opposé, là, même dans les circonstances actuelles, une personne en fin de vie à l'aide médicale à mourir, ou c'est vraiment une position en lien avec un élargissement possible? C'est vraiment l'élargissement possible qui m'a fait sortir de mes gants. OK, parfait. Donc, je veux comprendre d'abord une question philosophique, puis ensuite très pratique, parce que je voudrais vraiment qu'on puisse avoir recours à toute votre expertise. Philosophiquement, parce que vous nous amenez beaucoup sur ce champ-là. Oui, enfin, pourquoi éthique, philosophe? Pourquoi le poids de l'équipe médicale, du médecin, ou par exemple des proches, quand une personne est devenue inapte et donc elle ne peut plus s'exprimer sur les soins qu'elle souhaite ou non. Vous nous avez dit qu'il y a beaucoup évidemment de médications, de possibilités qui sont là, mais la personne, elle est inapte. Pourquoi ces gens-là, de l'équipe médicale ou des proches, doivent avoir plus de poids que la personne qui elle-même avait un jugement sur ça quand elle était apte?
pourquoi il faut que ces personnes-là aient plus d'importance à savoir ce qui est la bonne chose pour elles en termes de soins et de traitement? Oui, ben c'est parce que cette personne-là, comme j'expliquais, j'ai essayé d'expliquer, de rendre clair. Des fois, effectivement, je passe sur des envolées philosophiques, mais j'ai quand même l'ancrage clinique. L'idée, c'est que, dans le fond, la personne, comme je mentionnais là, à vos collègues, c'est qu'elle devient un autre membre de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. C'est que oui, elle écrit des choses. Mettons, demain matin, vous prenez une feuille, vous écrivez vos directives médicales anticipées, puis vous écrivez dans les conditions dans lesquelles vous voulez avoir l'aide médicale à mourir, etc. Mais dans 10 ans ou 5 ans, ou si votre démence se développe rapidement, puis dans 2 ans, vous êtes rendu dans l'état que vous avez décrit, ben c'est quand même, c'est plus vous, dans l'état 2 ans plus tard, qui prenez la décision. L'autonomie n'est plus là. Puis la personne que vous étiez avant, elle fait partie de la famille au niveau théorique, dans le sens où elle devient comme un proche très connaissant de la personne, mais c'est pas elle, parce que quand on prend une décision autonome, si on pense à une autonomie rationnelle ou même une autonomie plus relationnelle avec l'environnement, c'est de dire, j'évalue, quand vous prenez n'importe quelle décision, mais surtout une décision éthique de ce poids-là, est-ce que je veux mourir? Est-ce que je veux qu'on m'administre l'aide médicale à mourir? C'est vous considérez les pour, les contre, quel impact ça va avoir sur vos proches, quel impact ça va avoir sur l'équipe soignante. Disons, c'est vrai, on est vraiment dans l'autonomie relationnelle plus large. Puis vous dites, ah oui, ça vaut quand même la peine, mais c'est vous maintenant dans la situation. Mais là, c'est comme quelqu'un qui dit, ben quand ça va arriver, je pense à peu près ça, et c'est des grandes lignes directrices, mais c'est plus la même personne. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas comme c'est pas votre cerveau qui est transposé directement au complet, puis là qu'on le transporte 2 ans plus tard, puis que le cerveau évalue au complet. Disons, une pensée neuropsychologique du cerveau, mais si on transpose votre conscience, on la transpose 2 ans plus tard, là, je serais d'accord. Mais là, c'est pas votre conscience qu'on transpose, c'est des écrits, des directions, puis c'est pas vous qui prenez la décision, c'est plus l'autonomie. L'autonomie n'est plus là. C'est ça que j'ai la misère à... En fait, les gens selon vous, il n'y a plus d'autonomie. Selon vous, il n'y a plus d'autonomie du tout. La nouvelle personne n'est pas la même. Mais cette autonomie-là, dans le fond, on la met complètement de côté. Mais ce que j'ai du mal à suivre, c'est que le principe doit être qu'il n'y en ait plus du tout. Donc, c'est l'équipe médicale ou les proches qui prennent le pas. Donc, pour moi, j'ai un malaise quand même assez profond de dire on fait un consentement substitué pour l'aide médicale à mourir. Parce que c'est toujours ça, en directive médicale anticipée, c'est un consentement substitué avec toutes les problématiques d'un consentement substitué pour un acte comme justement l'aide médicale à mourir. Quand on parle des soins qu'on peut partir, arrêter, ajuster, évaluer au jour le jour, voir l'aisance, tout ça, mais l'aide médicale à mourir, c'est une injection que la personne est décédée. Donc, il n'y a pas de revenir en arrière, il n'y a pas... Pour moi, c'est toujours un consentement substitué à ce niveau-là. Même substitué, c'est la personne qui se substitue dans l'avenir. Elle se dit, ben, quand je vais être rendu là, c'est plus son autonomie. Parce que l'autonomie, c'est vraiment d'évaluer la situation actuelle. En tout cas, dans ma perspective, soit autonomie rationnelle, qui est un peu critiquée, ou même dans l'autonomie relationnelle, qui est vraiment dans l'évaluation de l'environnement puis de tous les composants, ben, c'est plus là parce que la maladie a atteint justement la capacité de jugement, la capacité d'évaluation. Je sais pas, madame. Excusez-moi. Merci beaucoup, Dr Pajot. Parce que j'avais une question. J'ai plus de temps. C'est tout le temps qui nous reste. Donc, je passerai maintenant la parole à la députée de Soulanges. Bonjour. Dr Pajot et Dr Durand. Désolée. Je voudrais savoir si vous avez la même position. Je m'entends bien, Madame la Présidente. Là. Je vais continuer. Oui, c'est pas fort, votre téléphone, mais en fait. Je voudrais savoir si vous avez la même position à propos de la souffrance, que quelqu'un qui a d'énormes douleurs, est-ce que vous traitez ça de la même façon ou à ce moment-là, pour vous, c'est peut-être un peu plus acceptable de faire l'injection? Ben, est-ce que vous parlez encore en démence ou vous parlez plus en patient autonome? Souffrance, une douleur physique, quelqu'un qui est vraiment en douleur constante. Est-ce que vous avez la même position?
Mais en démence, si on reste au sujet d'aujourd'hui, c'est pas évaluable comme ça. C'est parce que le problème avec la démence, c'est que les circuits internes ne sont plus vraiment connectés. Et les patients avec démence, il y a plusieurs études qui ne ressentent pas la douleur de la même façon. Ils n'agissent pas non plus la douleur. La douleur ne se présente pas comme « Ah, j'ai mal, mon bras me fait mal ». Ça peut être « Ah, je me promène, je me lève, je marche ». Mais est-ce que c'est de l'agitation? Est-ce que c'est la médication antipsychotique qui peut donner de l'acathysie sur des mouvements? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est... La démence, c'est ça le problème, c'est que le cerveau tranquillement est détruit par la maladie. Donc, on n'a plus les intégrations qui se faisaient chez quelqu'un qui n'a pas de problème cognitif. Fait que c'est ça, moi je trouve que c'est un peu risqué quand même de dire, ben là, la personne souffre en évaluation, mais finalement, des fois, on met une cédule urinaire et la personne arrête d'être agitée. Donc, il fallait juste comme, organiser qu'elle aille à toutes les heures à la toilette. Parce qu'elle avait des douleurs à la vessie, mais on a l'impression qu'elle souffre, elle a des douleurs intraitables pour certains. Certaines familles vont dire, mon proche souffre, c'est terrible, on met des cédules urinaires, puis la personne va mieux. Bon, c'est dans l'idéal, je simplifie, c'est pas toujours aussi facile, mais des fois, on trouve comme ça là, en adaptant. Beaucoup avec la préposée, qui sont les oreilles, les yeux, les infirmières qui nous disent « Oui, ce patient-là va pas aux toilettes, ce patient-là, il faut les écouter, il faut les renforcer, il faut qu'il y ait des formations, il faut bien parler avec les infirmières, il faut que les infirmières écoutent aussi, puis nous transmettent à nous comme médecins aussi l'adaptation. » Ce qui est probable avec la démence, c'est qu'on n'est peut-être pas assez en contact avec des gens avec des démences dans la population générale, puis on a juste cette espèce d'image-là de quelqu'un qui crie, puis qui marche, puis qui est désagréable, mais la démence, c'est pas nécessairement ça. Puis quelqu'un qui crie pour nous, qui crie de douleur, si vous vous mettez à crier « j'ai mal au ventre », il ne faut pas me dire « elle a besoin d'uriner ». Ça doit être plus grave que ça. Là. Mais quelqu'un qui a une démence, ça peut être que ça. Et c'est ça le malaise aussi. Puis on ne sait pas parce qu'ils ne le disent pas. Est-ce que aussi vous avez pris position par rapport à la santé mentale, les patients qui sont atteints de santé mentale? Non, vous n'avez pas vraiment regardé ça. La démence, non, excusez. Mais non, allez-y. Mais la démence fait partie du registre des santé mentale. Avant, on pensait que les gens étaient possédés du démon. Après ça, on s'est rendu compte que non, c'était vraiment une maladie. Après ça, on pensait psychiatrique, puis là, on pense qu'ils ont une atteinte vraiment neuronale. Fait que, c'est comme la psychiatrie, gérontopsychiatrie, gériatrie, neurologie. C'est une maladie à la fois psychiatrique, gérontopsychiatrique, neurologique et gériatrique. C'est dans le centre d'à peu près tout ça. Fait que je dirais oui dans ce sens-là, mais non, pas dans le sens d'une maladie comme la schizophrénie progressive. Je pense que c'est pas mon rôle. Là. Je suis pas psychiatre, je suis pas gérontopsychiatre, je connais pas ça. Puis, j'aurais une dernière question, Madame la Présidente. En fait, dites-moi si je comprends bien. Ce que vous nous avez dit un peu, c'est que comme la médecine, les recherches, les traitements évoluent, il n'y aurait personne qui peut se positionner, ni même soi-même, de se projeter là, dans le futur, à savoir que peut-être qu'on pourrait trouver un traitement pour traiter l'Alzheimer. Peut-être qu'on pourrait trouver, je ne sais pas, n'importe quelle science pourrait nous faire des recherches sur les maladies génétiques où on pourrait arranger les chromosomes, supposons. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a personne, et même soi-même, qui pourrait savoir se projeter. Donc, c'est pour ça que vous préférez être prudent. C'est bien ça? Oui, merci. En fait, il y a CRISPR qui existe, là, qui est l'espèce de molécule capable de scinder l'ADN. Il y a déjà des travaux qui se font sur l'ADN. C'est sûr qu'on est au niveau expérimental des souris, mais dans l'idée de traiter, oui, des maladies génétiques, là, avec les avancées qu'il y a récemment eu, le CRISPR 9, je pense. C'est RISPR. Donc CRISPR, fait que oui, les recherches génomiques, ça, c'est quelque chose qui se travaille en ce moment. J'ai d'ailleurs vu une personne que je connais ici qui travaille sur ça, là, avec les adénovirus, donc les virus ADN, modifier l'ADN des adénovirus, voir si ça peut être intégré dans l'ADN humain. Plusieurs façons. Il y a des thérapies, oui, mais c'est ça. Encore là, c'est de la science fondamentale peu financée, là, parce que ça n'a pas d'application. Donc, ça ne sert à quoi de financer quelque chose qui n'a pas d'application. Mais c'est comme le virus, les virus ARN, comme les vaccins ARN, on se dit, ça ne marche peut-être pas, mais quand il y a eu la volonté puis on est financé, ça marche assez vite. Ensuite, ça, c'est pour la thérapie génique. Pour la thérapie Alzheimer, il y a des vaccins contre la maladie d'Alzheimer, puis il y a des anticorps monoclonaux qui vont détruire la protéine amyloïde du cerveau. Donc, oui, il y a des recherches qui se font. Encore là, c'est la question du financement. Dans la recherche fondamentale, on n'est pas dans des causes nécessairement qui sont très faciles à faire du marketing, dire, survivant de la démence, financez-moi comme d'autres maladies, ou les maladies cardiovasculaires qui atteignent plus les hommes blancs
d'un certain âge, qui sont souvent des gens qui ont un petit peu plus d'argent, qui mettent de l'argent dans la recherche. Les enfants qui ont cancer aussi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les financer, mais souvent, c'est plus ça que le public dit, ah, c'est terrible, on va financer. Mais la démence, c'est comme, ben, ça arrive, c'est terrible, ben, on ne va pas s'en occuper, c'est pas financer ça. C'est un peu ça aussi le point, mais oui, les vaccins, ça s'en vient, les molécules anti-inflammatoires, on se rend compte que dans le tableau d'Alzheimer, il y a à la fois les protéines amyloïdes, mais les protéines tau, pour 90 à 20 %. Donc, ces protéines tau-là aussi peuvent être enlevées du cerveau par d'autres molécules. Donc, il y a de la recherche qui se fait, puis le but aussi, effectivement, c'est d'éventuellement arriver à des traitements. Mais si on continue à dire que c'est normal, puis que les gens ne devraient pas survivre, puis tout ça, puis qu'on ne finance pas, ben, c'est pas des choses qui avancent vite. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Je passerai la parole maintenant à la députée de Saint-François. Merci, Madame la présidente. Si jamais vous voulez intervenir, Dr. Durand, dans mon intervention, j'ai pas de problème. Ça peut être M. Pajot aussi. Moi, j'aime, parce qu'on a vraiment deux générations. Excusez-moi, je ne voulais pas porter de jugement, mais vous nous l'avez dit d'emblée que vous étiez prêt à la retraite, Dr. Durand. Donc, j'aimerais vraiment avoir peut-être les deux positions. Par rapport à une personne qui veut anticiper sa mort, qui veut prendre une directive anticipée, puis qu'elle voit que c'est pas possible. Donc, il y a souvent des histoires de personnes qui vont devancer leur mort, qui vont se priver d'une qualité de vie avec leurs proches parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là d'avoir une directive anticipée pour l'aide médicale à mourir. Trouvez-vous que, je comprends qu'on a l'espoir de trouver la solution et tout, mais on sait qu'il y a un certain stade de l'Alzheimer où il y a un certain stade de la démence qu'il y a vraiment, quand on arrive au stade 7 de l'Alzheimer puis qu'on est en position fétale, puis que la personne a à peine la facilité pour manger, là, dans des situations comme ça, que quelqu'un ne veut pas se rendre là, qui prendrait une directive anticipée, vous êtes contre aussi? Vous tenez à maintenir la vie jusqu'à ce stade-là, malgré qu'une personne... Parce que il y a le choix dans un mandat d'inaptitude de ne pas avoir d'acharnement thérapeutique. OK? Puis ça, c'est possible maintenant. Donc, s'il m'arrive un grave accident, puis que je suis gavée, je suis dans le coma, ainsi de suite, on peut me débrancher. Moi, je veux juste, dans le souci que la personne puisse profiter de sa vie au maximum jusqu'à la fin, sans avoir peur que quand elle va être inapte, puis rendue à un stade final vers la fin, qu'on ne puisse pas anticiper, bien, des fois, ils vont devancer pour avoir accès à cette aide-là médicale à mourir parce que c'est possible maintenant. Puis il y a des cas d'Alzheimer qui ont devancé, donc qui ont peut-être perdu des années. On a eu le témoignage de médecins hier qui ont fait cette aide médicale à mourir-là. Donc, j'aimerais avoir votre vision là-dessus. Vas-y, Félix, puis je compléterai, oui. OK. Ben, en fait, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est un peu la rhétorique que les avocats ont utilisée là, au Canada. C'est un argument rhétorique. Là. On essaie de convaincre un juge, puis le juge a été convaincu. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement l'argument philosophique qu'on aurait utilisé ou éthique. Là, parce qu'effectivement, ils finissent par raccourcir leur vie. De toute façon, avec l'aide médicale à mourir. Le but, comme je dis, c'est pas de prolonger la vie éternellement puis d'attendre tout le temps qu'il se passe quelque chose. C'est plutôt, effectivement, d'accompagner, faire cheminer, d'avoir des bons soins palliatifs, de diminuer les souffrances qu'on a l'impression qu'on peut voir en faisant des essais-erreurs. C'est sûr qu'en médecine, on ne peut jamais dire jamais. Donc, même votre cas, je pense pour l'instant, on peut avec confiance dire si on est loin d'avoir des traitements, mais ça... On a fait quand même beaucoup d'avancées. Avant, les gens mouraient du diabète, puis on disait le diabète type 1, c'est une maladie mortelle. On trouve l'insuline, puis ça réglé. Je ne pense pas que la démence, ça va être aussi facile, mais effectivement, si on dit on n'arrivera jamais à rien avec ces patients-là,
on n'arrivera jamais vraiment à rien. Mais si on se dit on peut arriver à quelque chose, bien, effectivement, là, on a des traitements qu'on peut faire. Ceux qui mettent fin précocement à leur vie en se suicidant, je trouve ça malheureux parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'accompagnement, de soutien, de soins, d'accompagnement dans le cheminement. Puis les gens aussi qui se rendent dans des stades assez avancés, souvent, c'est qu'il y a un peu d'acharnement, effectivement. Parce que rendu à un stade avancé, la déglutition est difficile, les infections sont fréquentes, donc d'accompagner la personne avec des traitements, mais de là à dire on la tue carrément, là, oui, on devance la mort. C'est soit par le suicide de la personne beaucoup avant, ou par la médicament à mourir pas mal avant, ou on accompagne, qu'on traite, qu'on soigne. Moi, c'est plus ma perspective là, comme médecin. Puis effectivement, l'avocat réussit à convaincre le juge en disant il va se suicider, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de soins, puis il n'y a pas eu de bon traitement. Puis c'est pas nécessairement la mort précoce n'est pas vraiment. C'est un peu contre. On ne veut pas vous tuer. On veut pas vous tuer trop tôt, fait qu'on va vous tuer plus tôt. Ça revient au final. Merci beaucoup, Dr. Pajot. Merci beaucoup, Dr. Durand. C'est tout le temps que nous avions pour les échanges, pour l'échange ce matin. Donc, merci de votre contribution à la commission. C'est très, très instructif pour nous. Et nous suspendons la commission quelques instants, le temps d'accueillir nos nouveaux invités. Encore une fois, je vous remercie, Dr. Pajot et Dr. Durand.